le malaise qui règne aujourd'hui n'est pas, je dirais, dû aux policiers ou aux citoyens qui n'ont plus confiance aux policiers. Aujourd'hui, on a laissé depuis de nombreuses années les policiers être démunis en termes de moyens, en termes de formation, en termes de formation continue surtout. Et on ne donne pas les moyens aux policiers de remplir leur devoir, de remplir leur mission. Et donc ce qui fait que forcément, comme la violence s'est multipliée, en face, nous avons des policiers qui n'ont pas les ordres nécessaires pour pouvoir répondre à ces violences et qui, en réalité, sont toujours contraints de reculer face à cette violence qu'on ne réprime pas et qu'on ne fait pas stopper. Et quand ils arrivent à maîtriser quelques délinquants, eh bien la justice ne répond pas suffisamment fermement à l'attente des policiers. Bonjour Henri Leroy. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Écoutez, je suis sénateur des Alpes-Maritimes depuis 2017. J'ai été maire pendant 22 ans et je suis un ancien officier de gendarmerie que j'ai quitté il y a à peu près 30 ans pour rentrer en politique, pour changer la politique. Croyant que je pouvais changer la politique, en réalité, on ne change pas grand-chose. Je siège à la commission des lois du Sénat, où je suis le référent des forces de sécurité ès-qualité, puisque j'ai exercé durant 20 ans dans la gendarmerie comme officier à tous les niveaux de commandement. Alors ces dernières semaines, on a vu beaucoup de scènes de violence contre les policiers, dans le cadre de manifestations. On a l'impression de revivre la même scène à chaque fois, à chaque manifestation. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Écoutez, la violence d'abord s'est durcie. Et puis, on assiste véritablement à le regroupement de professionnels, les Black Blocs, de la casse, de l'anti-flic, et des incendies et de la violence. Donc aujourd'hui, ce qui n'a pas changé, c'est les moyens qu'on donne aux policiers pour lutter contre ça, et les ordres qui sont jamais très clairs pour avoir une conduite à tenir face à ces violences. Car il est difficilement acceptable pour les forces de sécurité d'avoir en face de soi des voyous, des casseurs, des incendiaires, et ne pas avoir des ordres clairs. Force doit rester à la loi, on donne les moyens et les ordres nécessaires. Par contre, personne ne veut se mouiller dans la hiérarchie. Et donc on laisse la troupe, comme on dit, c'est-à-dire les forces, se faire martyriser par des casseurs, des voyous. Car les manifestants, très souvent, sont infiltrés. Ce qui n'a pas changé, c'est que la police n'a pas évolué en fonction de la situation qui s'est vraiment dégradée. Dans ce contexte, il y a eu l'affaire Michel Zecler, le producteur de rap qui a été violenté par des policiers. Est-ce que vous pensez que c'est devenu un prétexte supplémentaire aux violences tournées contre les policiers? Écoutez, c'est une violence de policiers. Ce n'est pas une violence policière. C'est un cas particulier. On ne peut pas admettre que des policiers rossent à plusieurs un citoyen, pour quelque raison que ce soit. Ce n'est pas dans leur mission. Et donc, est-ce que c'est devenu un prétexte? Je ne pense pas qu'ils aient besoin de prétexte pour exercer des violences contre les policiers et contre les gendarmes. Aujourd'hui, les gens ont la haine de l'uniforme. C'est l'uniforme de la République. En extension, peut-on dire qu'ils ont la haine de la République? Pour une grande partie des participants, on peut le déduire. Comment vous expliquez ce tropisme médiatique qu'il y a aujourd'hui tourné contre les policiers et qui, d'une certaine manière, euphémise ou minimise les violences qu'ils subissent? Écoutez, on comprend mal, la majorité des Français comprend mal que dès qu'il y a, je dirais, une violence de policiers, et pas une violence policière, on focalise effectivement sur ces faits. Alors que vous avez 30 policiers et gendarmes par jour qui sont blessés. Vous avez des policiers ou des gendarmes, surtout des policiers, qui sont tués parce qu'ils sont policiers, jusque chez eux. Donc cette focalisation sur la violence qui est faite par des policiers ou par des membres de forces de l'ordre ne s'explique que par la volonté pour certains médias de répondre quelque part à l'attente des citoyens qui veulent voir casser du policier, quoi. Il y a un effritement évident du lien de confiance entre la population et les policiers. Qui en est responsable d'après vous? C'est d'abord les policiers qui commettent des bavures, c'est les médias qui
qui surfent sur ce phénomène. C'est une certaine extrême gauche qui récupère et qui instrumentalise les soi-disant violences policières. Ça vient d'où? Oui, c'est un petit peu tout ça, mais le malaise qui règne aujourd'hui n'est pas, je dirais, dû aux policiers ou aux citoyens qui n'ont plus confiance aux policiers. Aujourd'hui, on a laissé depuis de nombreuses années les policiers être démunis en termes de moyens, en termes de formation, en termes de formation continue surtout. Et on ne donne pas les moyens aux policiers de remplir leur devoir, de remplir leur mission. Et donc ce qui fait que forcément, comme la violence s'est multipliée, en face, nous avons des policiers qui n'ont pas, que je reviens à ce que je disais, qui n'ont pas les ordres nécessaires pour pouvoir répondre à ces violences et qui, en réalité, sont toujours contraints de reculer face à cette violence qu'on ne réprime pas et qu'on ne fait pas stopper. Et quand ils arrivent à maîtriser quelques délinquants, eh bien la justice ne répond pas suffisamment fermement à l'attente des policiers. Est-ce qu'il faut passer par plus de transparence pour rétablir la confiance en équipant par exemple les policiers de caméras piétons? Oui, les caméras piétons, c'est une demande que le Sénat a formulée il y a bien longtemps. Aujourd'hui, dans le plan de relance qui est prévu à partir de 2021, effectivement, dès le mois de juin, tous les policiers, tous les gendarmes seront équipés d'une nouvelle caméra piéton qui peut être un atout pour les forces de sécurité pour démontrer qu'en réalité, ce ne sont jamais les policiers ou les gendarmes qui sont à l'origine, si vous voulez, du conflit qui existe entre un citoyen et les forces de sécurité. Il y a un nouveau schéma de maintien de l'ordre qui a été présenté le 17 septembre dernier, donc notamment un meilleur encadrement de l'usage des LBD, des grenades moins dangereuses, un marquage dans le dos des policiers. Est-ce que ce sera suffisant et quand est-ce qu'il sera mis en œuvre? Alors, cette doctrine, cette nouvelle doctrine, dit-on, du maintien de l'ordre, effectivement, a le mérite, si vous voulez, de s'adapter à la demande, à l'attente de ce que l'on pourrait penser par rapport à l'évolution des oppositions entre manifestants et forces de sécurité. Cependant, aujourd'hui, il est vrai que dans cette doctrine, il y a une lacune importante, c'est qu'on fait intervenir très souvent des gens qui n'ont pas la formation de maintien de l'ordre. On appoint des forces de sécurité qui sont absolument formées pour le maintien de l'ordre, que sont la gendarmerie mobile et les CRS, puisque vous avez une école particulière qui est dédiée, par exemple, pour la gendarmerie à Saint-Astier, où on forme à toutes les techniques de maintien de l'ordre. Et véritablement, aujourd'hui, cette nouvelle technique fait intervenir les forces en les laissant sous le commandement de leur propre chef, alors que normalement, vous avez une mission, vous avez des moyens et il ne doit avoir qu'un chef pour que les ordres soient cohérents à tous les participants. Vous ne pouvez pas avoir de différentes forces qui obéissent à chacun à leur chef, alors que l'objectif de la mission est de rétablir l'ordre. Il y a une véritable lacune sur cette nouvelle doctrine. Il faudrait concentrer toutes les forces dans les mains de celui qui est le responsable du rétablissement de l'ordre. Plus largement, aujourd'hui, on constate, donc, on l'a dit, une défiance d'une partie de la population et des médias envers les policiers. Comment est-ce qu'un jeune pourrait avoir envie de devenir policier aujourd'hui? Absolument. On a aujourd'hui une vive inquiétude. D'ailleurs, c'est l'objet de remarques depuis 4 ans que je fais dans le budget des forces de sécurité. C'est-à-dire que, en réalité, comme il n'y a plus de vivier important, on est en train de recruter de plus en plus des policiers qui, quelque part, n'ont plus le niveau qu'ils avaient avant parce qu'il n'y a plus aucune motivation pour entrer dans la police afin d'être en permanence victime de violences de l'ensemble des manifestants ou l'ensemble des citoyens, puisque aujourd'hui, n'importe qui, effectivement, agresse les policiers dans quelque domaine que ce soit. Donc il y a un vivier qui tend à se tarir, d'une part, et il y a une qualité de recrutement qui baisse de plus en plus. Et je crois qu'il faut tout reprendre à la base, complètement. La police est un grand corps malade. La gendarmerie, de par sa fonction militaire d'une part, et de par sa constitution en corps unique,
est malade, mais on peut encore la soigner. La police est vraiment ce corps malade qu'on doit réformer complètement. Justement, pour la soigner, en ce moment, il y a ce débat sur la loi de sécurité globale qui génère beaucoup de bruit autour du seul article 24 sur le floutage des visages des policiers. Est-ce que cette loi elle va vraiment changer le quotidien des forces de l'ordre? Non, elle ne va pas changer le quotidien des forces de l'ordre, mais l'objectif, en tout cas le cœur de cet article 24, c'était de protéger les policiers dans leur vie privée. Il est vrai que ce n'est pas une atteinte à la liberté de la presse, puisqu'en réalité, il n'est pas interdit de filmer les policiers. C'est ce qui constitue une protection des policiers, c'est de ne pas la diffuser sur les réseaux ou de manière à ce que ça puisse porter atteinte à la liberté dans leur vie privée. L'article 24 va être réécrit, bien sûr, par le Sénat, puisque le fait de constituer une commission, comme il a été question, pour un travail parlementaire, était vraiment une ineptie par rapport à la Constitution. Aujourd'hui, le Sénat va se saisir effectivement dans la première navette de cette loi sécurité globale et va réécrire pour la rendre comestible, si je puis dire, en tout cas beaucoup plus lisible, cet article 24 qui n'a que pour but de protéger les policiers dans leur vie privée. Alors, en 2018, vous avez participé à une commission d'enquête du Sénat sur l'état des forces de sécurité intérieure, dans laquelle vous avez formulé 32 propositions pour améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre, des policiers et des gendarmes. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes de ces propositions les plus emblématiques? Oui, effectivement, en 2017, on s'est aperçu que effectivement, les suicides se multipliaient de plus en plus dans les forces de sécurité. Et on était arrivé dans fin de 2017, début de 2018, à un policier par jour qui se suicidait. Et il y en avait un petit peu moins dans la gendarmerie, donc on s'est inquiété de savoir pourquoi il se suicidait, d'où la création de la commission d'enquête du Sénat, par la commission des lois, qui a été créée pour une enquête de 6 mois où on a procédé à des centaines d'auditions. On a été sur le terrain pour comprendre le pourquoi de toute cette dégradation des forces de sécurité. Alors, vous en avez une d'ailleurs qui me paraît évident et qui est repris dans le livre blanc. La police est constituée de plusieurs corps. Vous avez le corps des commissaires, le corps des officiers de police, des gardiens de la paix. Et donc, chacun parle pour sa paroisse, chacun défend sa paroisse. Or, la police est une et unique, donc ce n'est pas un corps constitué. Et on a proposé de faire une académie de police. Ça, c'est la première des propositions. Ensuite, le policier ou le gendarme, sachez que dans le renfort, on a constaté que le fait de renforcer les effectifs, de les porter à 10 000 dans le quinquennat actuel, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça n'améliorait pas la présence sur le terrain de policiers. Donc sachez que, grosso modo, la police, c'est 39% des effectifs qui sont sur le terrain. La gendarmerie a baissé en but de 50 à 59%. Donc on a demandé une oralisation des procédures. On a demandé une réforme du code de procédure pénale qui est aujourd'hui extrêmement lourd dans l'application sur le terrain. Et donc la majorité des gens, des forces de sécurité, passent leur temps en procédure et pas sur le terrain où se passe l'événement. Dans le rapport de la commission d'enquête, vous écriviez que la réponse pénale est perçue comme insuffisante, que la procédure pénale a atteint un niveau de complexité intolérable, qu'il faut opérer un recentrage sur le cœur de métier des forces de l'ordre. Donc trop de bureaucratie au détriment du terrain, le laxisme judiciaire, rien de nouveau sous le soleil. Non, il y a ce livre blanc qui reprend toutes ces propositions. Ces 32 propositions, quand vous lisez les 200 propositions que fait ce livre blanc, vous retrouvez l'ensemble des propositions que nous avons formulées. Mais je le redis, c'est une enquête de terrain pendant 6 mois qui a été conduite par une vingtaine de sénateurs qui a formulé ces 32 propositions. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour pouvoir véritablement donner naissance à une nouvelle police. Or, le président vient d'annoncer le Beauvau de la sécurité. En réalité, on le demandait quand on a remis ce rapport d'enquête sur les forces de sécurité avec les 32 propositions au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur de l'époque. On a demandé de créer un Beauvau de la sécurité pour refondre totalement la police. Or, écoutez, moi je pense qu'on est entendu aujourd'hui et que ces propositions sont la trame du livre blanc.
Sur le manque de moyens dont on parle régulièrement sur les forces de l'ordre, grâce au plan de relance, les crédits alloués vont être dopés. Donc il y aura par exemple 11,7% d'augmentation des crédits pour la police nationale, 12,6% pour la gendarmerie. Il y a des nouveaux véhicules qui sont déjà en train d'arriver. Alors vous qui êtes rapporteur de la mission sécurité de la loi de finances 2021, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ce sera suffisant? Alors, si on regarde le projet de loi de finances 2021, en fait, il n'est pas satisfaisant, puisque l'augmentation n'est que de 1,2%. On a vidé certains chapitres du budget pour permettre de gonfler le plan de relance. Ce plan de relance, est-ce qu'il est suffisant? Pas du tout. Le plan de relance a quelque part gonflé le budget 2021 sur les véhicules, sur les équipements, sur les dotations, mais en réalité, il n'est pas satisfaisant parce qu'il ne traite que le tiers, sur l'immobilier aussi, il ne traite que le tiers des besoins. Donc ce plan de relance est fait pour 2021. Mon analyse personnelle, c'est qu'il vient de façon opportune avant 2022, qui est une année d'élection, mais quel que soit le cas de figure, il ne tient même pas le tiers des besoins des forces de sécurité. Donc ce qui serait véritablement efficace, ce serait un plan triennal. Au lieu de faire ce plan de relance sur 2021, il devrait s'étaler sur 3 ans, donc 3 tiers, un tiers 2021, un tiers 2022, un tiers 2023. Et là, on rétablirait effectivement l'ensemble des lacunes des forces de sécurité, tant en termes d'équipement, en termes d'immobilier, en termes de dotation, en termes de formation initiale et de formation continue, et en termes de recrutement. Donc aujourd'hui, véritablement, le plan de relance est une bonne chose pour 2021, c'est vrai, puisque et la gendarmerie et la police vont voir leur budget augmenter de façon assez satisfaisante. Mais si on s'arrête en 2021, on n'aura fait que placer un pansement sur une maladie grave qui couvre dessous. Alors il y a un élément de détail qui participe au ras-le-bol des policiers, c'est le non-paiement des heures supplémentaires. Il y avait 24 millions d'heures non payées au 31 décembre 2019. Aujourd'hui, il y en a 3,5 millions qui ont été réglés. Pourquoi ce problème traîne-t-il toujours autant? Alors, vous avez vu que dans les propositions de la commission d'enquête, on parlait de ces 24 millions d'heures supplémentaires. On a proposé de faire une véritable programmation étalée sur plusieurs années afin de les rembourser. Alors, on a été entendu partiellement, encore une fois, puisque effectivement, il y a eu un budget alloué, affecté pour les heures supplémentaires, mais qui est largement déficitaire par rapport, si vous voulez, aux besoins. Ben pourquoi? Parce que les forces de sécurité n'ont pas les moyens, parce que le budget des forces de sécurité n'a pas le moyen d'absorber près de 200 millions d'heures supplémentaires à payer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur propose, si vous voulez, de raccourcir leur carrière et de partir avant, et on ne règle pas le problème qui, pour les forces de sécurité, est extrêmement important, c'est-à-dire payer pour services rendus, quoi. Aujourd'hui, il y a un relatif consensus autour de la coproduction, du continuum de sécurité dont on parle beaucoup, pour mieux répartir les compétences entre les différents corps de sécurité du pays. Et pour certains, ce serait une ubérisation de la sécurité. Il faudrait d'abord consolider davantage les compétences des forces qui existent plutôt que d'élargir, de partager leurs prérogatives. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est encore une proposition qu'on a faite dans ce rapport sur l'état des forces de sécurité. Effectivement, vous avez des tâches indues, entre guillemets, indues, des tâches qui n'ont rien à voir avec la sécurité publique, qui sont affectées à l'exercice des policiers et des gendarmes. Or, dans ce continuum de la sécurité, on parle de transférer certaines missions à la police municipale, de revoir la sécurité privée, en réalité de transférer les charges qui n'incombent pas forcément à la police et à la gendarmerie dans leur mission essentielle de sécurité publique sur le terrain, pour essayer de les délester, mais pour transférer à, je dirais, une autre force de sécurité qui aujourd'hui est la troisième force de sécurité, les polices municipales. Mais véritablement, si vous voulez, ce n'est pas satisfaisant. On devrait supprimer énormément de tâches qui devraient revenir à d'autres administrations ou qui devraient être tout simplement supprimées.
Il y a un débat qui revient régulièrement, c'est l'armement de la police municipale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment une mesure efficace? Oui, puisque moi j'étais maire pendant 22 ans, je peux vous dire que ma police municipale a toujours été armée, en ce sens qu'on doit donner la possibilité à quelqu'un qui porte l'uniforme de la République d'exercer son droit de légitime défense de soi-même ou d'autrui. Est-ce que la police municipale doit être armée? Oui, indubitablement. On doit leur donner ces moyens, mais on doit aussi les former. Et donc, dans la réforme que l'on a proposée, dans ces propositions suite à l'enquête des forces de sécurité, c'est effectivement de donner la formation adéquate aux policiers municipaux et que les maires adhèrent, bien sûr, et qui gardent la main sur leur police municipale, c'est eux qui les recrutent, c'est eux qui les paient, mais la formation pour des missions, je dirais, de sécurité publique au sens large du terme, doivent être maîtrisées en termes de formation initiale et de formation continue, au même titre que les policiers et que les gendarmes. Dans le rapport de la commission d'enquête, vous avez proposé de déléguer des compétences d'officier de police judiciaire aux policiers municipaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, on a proposé effectivement qu'il y ait des officiers de police municipale, c'est-à-dire qu'ils seraient chargés d'enquêtes de proximité qui n'ont rien à voir avec la police judiciaire pour justement délester les forces de sécurité d'État que sont la police et la gendarmerie afin de leur permettre d'être plus efficaces dans des enquêtes judiciaires d'importance ou de permettre aussi dans l'échelle des emplois, de permettre à des forces de sécurité de se retrouver sur le terrain, là où est leur mission, et non pas d'avoir 39% de policiers qui sont sur le terrain, 59% de la gendarmerie, ce qui fait qu'ils sont occupés à des tâches que l'on a qualifiées d'indues. Alors, de faire des enquêtes administratives de proximité, ça déchargerait effectivement les agents de police judiciaire, de la gendarmerie, de la police. Officiers de police judiciaire, quel que soit le cas de figure, ils seront sous la compétence, c'est ce qu'on a proposé, de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, c'est-à-dire soit le commissaire de police ou les OPJ de la police et de la gendarmerie, ça dépend dans quelle zone, effectivement, la ville se trouve avec la police municipale. Pour revenir sur le climat plus général, vous disiez que Emmanuel Macron a toutes les clés en main aujourd'hui pour essayer de rétablir la confiance en la police, leur rendre des moyens, etc. Il y a quelques jours, il parlait encore de violence policière. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi cette ambivalence? Ben écoutez, je pense que le président n'a pas bien compris en réalité le cœur d'action des forces de sécurité. Aujourd'hui, bien sûr, dans tout corps constitué, il y a des éléments qui peuvent déraper, qui peuvent mal interpréter les instructions, d'où la nécessité d'une formation extrêmement aiguisée. Et donc, quand il parle de violence policière, c'est un terme à bannir, c'est des violences de policiers. Je reviens dessus parce que c'est important d'une part. Et le rôle du président de la République, c'est de soutenir les forces de sécurité, de prendre des mesures fermes lorsqu'il y a, comme on dit, des dérapages, mais certainement pas d'accuser les policiers de racisme, d'accuser les policiers de violence, car ils ne sont ni racistes, ni violents, en ce sens qu'ils font face à des violences qui tous les jours s'exercent contre eux et non pas... je ne connais pas de policiers ou de gendarmes qui se lèvent le matin en disant « je vais aller bouffer du citoyen, je vais aller tabasser des citoyens ». Donc aujourd'hui, le président de la République n'a pas bien compris que les forces de sécurité demandent à être soutenues, à être équipées et à être formées. Ce terme de violence policière, il est repris en boucle par des formations d'extrême gauche. Oui. Vous pensez que c'est une instrumentalisation? Bien sûr, c'est une instrumentalisation politique. L'extrême gauche est dans toutes les violences qui se produisent sur la voie publique, que ce soit dans les manifestations avec les gilets jaunes, elle les accompagne, elle s'infiltre. Effectivement, c'est un des mots les plus importants de toutes ces violences, c'est d'extraire de la voie publique tous ces gens. Il y avait un début de proposition de loi sur le sujet qui a avorté, mais c'est vrai que tant qu'on laissera l'accès à des gens qui viennent que pour casser, non pas pour manifester ou revendiquer paisiblement
avec raison sur l'amélioration de leurs conditions de vie ou vie privée ou professionnelle, eh bien forcément on ne réglera pas le problème des violences. C'est justement l'objet de la question que je vais poser cet après-midi au ministre de l'Intérieur. Que compte-t-il faire et mettre en place pour arrêter ces violences des Black Blocs qui est extrêmement dévastatrice? Comment se fait-il d'ailleurs que les policiers ne puissent pas séparer les extrémistes, enfin les casseurs dans les manifestations, des autres manifestants pacifiques? Ça fait partie des propositions du livre blanc, ça aussi. Oui, mais quand les Black Blocs arrivent sur les sites, ils ne sont pas habillés en Black Bloc. Et vous savez qu'ils se transforment sur le terrain en même temps que se déroule la manifestation. Il est très difficile de les identifier. Par contre, effectivement, qu'il y ait des contrôles pour empêcher ce type de personnage d'arriver avec des équipements qui sont sous les vêtements apparents, équipés de boules de pétanque ou qui transportent avant la manifestation sur les sites de la manifestation des objets qui ont destination d'armes, serait une bonne mesure pour empêcher justement ces infiltrations qui provoquent tant de violence et tant de dégâts. Est-ce que ce n'est pas le rôle du renseignement? Oui, c'est le rôle du renseignement. Est-ce que, vous savez, on peut se poser la question de savoir si même les services des renseignements sont écoutés. Car on a l'impression véritablement qu'il y a une suffisance dans le comportement de certains politiques, dont le président, qui croit tout savoir et qui inculque, vous savez, le Beauvau de la sécurité. Personne s'y attendait. Il l'a sorti en 24 heures. Il a quelque part un comportement qui est atypique. Il n'a pas le comportement d'un président de la République. Il n'a d'ailleurs jamais été élu. Il ne sait pas ce que c'est que le citoyen. Il ne sait pas ce que c'est que ce de vivre au contact qui ont des problèmes, des difficultés de citoyens qui souffrent. Et aujourd'hui, dans la sécurité, il s'institue grand chef de la sécurité alors qu'il ne connaît pas les rudiments de la sécurité. Et il terrorise tout le monde. C'est lui qui terrorise la hiérarchie. La hiérarchie a peur de donner des ordres, a peur d'être suffisamment claire pour que les forces de sécurité qui sont là pour exécuter, eh bien, exécutent des ordres clairs, précis. Et que derrière, les gens qui ne respectent pas, je dirais, la règle républicaine soient sanctionnés de façon sévère et de façon immédiate. Vous dites que le Beauvau de la sécurité, Emmanuel Macron l'a sorti de son chapeau comme ça, c'est opportuniste? C'est une marque d'opportunisme? Écoutez, on peut se poser la question de savoir si c'est un Beauvau d'opportunité ou parce qu'il a pris connaissance de l'ensemble, j'en suis pas persuadé, de l'ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance. En tout cas, je le pense, puisqu'ils ont l'ensemble des éléments sur l'état des forces de sécurité, sur les attentes des forces de sécurité. Et aujourd'hui, le Beauvau, est-ce que c'est pas encore je dirais, l'occasion de se donner en prestation de communication avec les forces de sécurité, avec les citoyens et avec les élus. On fait une représentation citoyenne pour montrer qu'il s'intéresse véritablement, alors qu'il a tous les éléments en main pour pouvoir réformer ce qui est aujourd'hui dépassé par des méthodes, par des équipements, par quelque chose qui n'est plus en adéquation avec la période actuelle. Gérald Darmanin, il fait preuve de beaucoup de volontarisme depuis le début. Est-ce que là aussi, il est dans la communication? Écoutez, on peut se poser la question de savoir s'il est dans la communication ou dans l'action. En tout cas, effectivement, est-ce qu'il prend ses sources sur le terrain ou est-ce qu'il prend ses sources par rapport notamment à certains syndicats? Est-ce qu'il veut satisfaire les forces de sécurité ou les syndicats? Est-ce qu'il prend l'ensemble des éléments nécessaires pour régler le problème? On peut aujourd'hui se poser les questions de savoir pourquoi s'est-il immiscé dans, semble-t-il, la rédaction de l'article 24 de cette loi sur la sécurité globale, puisque c'était une initiative parlementaire. Et on dit que les parlementaires de l'Assemblée nationale disent que ça a été repris par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur pour effectivement lui donner une coloration que cet article 24 n'avait pas au début. Eh bien, Henri Leroy, merci beaucoup. Merci.